Merci et donc bienvenue à tous les trois. Peut-être une première question, quand on parle de modèle économique, donc c'est vraiment un sujet qui revient dès qu'on parle d'agriculture urbaine professionnelle, qui est vraiment un enjeu majeur soulevé. Mais de quoi parle-t-on vraiment dans le modèle économique? On pense souvent au financement, mais je pense que c'est pas uniquement ça. Et donc Yvan, je vous propose de vous laisser la parole pour nous en dire un peu plus. Alors, ok, donc j'ai préparé 2-3 petits slides. Merci à toi. Alors, la notion de modèle économique, on l'a définie assez largement. Les publications en France, et notamment ces 3 auteurs qui sont des collègues avec qui, justement, je vais publier un article sur les modèles économiques d'agriculture urbaine, comme un système d'éléments d'interaction visant à assurer la pérennité d'une organisation. Donc, on ne parle pas forcément de profit, et on va voir pourquoi les modèles économiques sont un cadre de pensée particulièrement adapté à l'agriculture urbaine. Concrètement, je dirais que un modèle économique, c'est une organisation qui pense en plusieurs étapes. D'abord, mobiliser des ressources et des compétences sur un territoire, bien sûr, pour mettre en œuvre des activités qui vont créer de la valeur. Et ça, c'est le terme clé qui n'est pas habituellement utilisé dans la population, mais qui est d'ailleurs emprunté beaucoup au marketing, ce qui souvent fait que ces termes sont mal adoptés ou ne veulent pas être adoptés par des militants alternatifs. Pourtant, je pense que c'est un outil dont on peut se saisir utilement aux yeux des parties prenantes, ces parties prenantes étant l'ensemble des acteurs qui sont touchés ou qui peuvent toucher cette organisation, qui ont un lien potentiel ou réel avec l'organisation en question. Et d'obtenir des moyens, d'obtenir les moyens auprès de ces parties prenantes de sa pérennisation. Alors, il y a des schémas, il y a plein de modèles concurrents de business model, mais c'est vraiment ça l'idée. Je préférais plutôt que mettre un visuel, expliquer ces différentes composantes. Si tu veux bien passer à celle d'après. Voilà. Alors d'abord, un business model, ce n'est pas un modèle de fonctionnement. Moi, j'interviens beaucoup auprès des acteurs alternatifs pour dire il n'y a pas de recette. Clairement, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas des business models tout faits entre lesquels on pourrait choisir. Un business model, c'est une façon de réfléchir. C'est une façon d'aborder une problématique d'entrepreneuriat potentiel. Et justement, cette façon de réfléchir permet de concevoir des modèles, ou en tout cas, j'aime pas le terme de modèle en l'occurrence parce qu'il exprime mal les choses, mais des configurations adaptées à chaque situation. Et ce qui caractérise bien sûr l'agriculture urbaine plus probablement que n'importe autre type d'agriculture, voire d'entrepreneuriat, c'est que chaque situation est extrêmement spécifique au regard des composantes de ce que j'ai défini précédemment, les parties prenantes, la création de valeur ou les formes de création de valeur, etc. Alors pourquoi on utilise le terme de business model en agriculture urbaine? C'est assez récent, mais en fait ça marche très très bien. Les business models, ça n'a pas été créé pour des entreprises traditionnelles. Je sais pas, par exemple Danone, qui va acheter du lait, qui fait des yaourts et qui les vend. Ça sert pas à grand chose, en fait, de raisonner en termes de business model quand vous avez une entreprise dont la plupart des ressources sont issues de vente de produits ou de services, donc qui va financer ces ressources, l'acquisition de ressources et de compétences, par de la vente. Ça sert pas à grand chose. En revanche, ça sert à quelque chose quand on a des entreprises qui ont des sources de financement multiples, parce qu'elles ont des parties prenantes multiples, parce qu'elles s'adressent à des acteurs multiples. Exemple, Facebook, Blablacar, etc. Donc au départ, c'est pour ces entreprises-là qu'on a conçu les business models. Facebook, au départ, ne vend pas des produits ou des services. Donc, mais pourtant, il y a quelque chose qui économiquement semble viable. Twitter, etc., etc. Alors vous avez dit on est bien loin du monde de l'agriculture urbaine, oui, sauf qu'on retombe sur cette logique de on ne se finance pas essentiellement, donc première caractéristique des organisations dont on a intérêt de les réfléchir en termes de business model, elles ne se financent pas essentiellement par la vente de produits ou de services. Donc les missions sont potentiellement variées, ce que j'ai mis là, et donc les ressources, les sources de moyens qui vont permettre de pérenniser l'activité sont hétérogènes, sont variés, multiformes, complexes, etc. Troisièmement, ce qui va ensemble, les parties prenantes sont variées et doivent être mobilisées en rapport avec la mobilisation des ressources. Et ça aussi, c'est très spécifique au modèle d'agriculture urbaine. Quatrième caractéristique, qui marche encore pour l'agriculture urbaine, les attentes des parties prenantes sont variées. Et en partie non pécuniaires. C'est-à-dire que la valeur que vous allez proposer à des parties prenantes, c'est pas toujours une question d'argent ou d'utilité en termes de consommation de biens ou de services.
ça peut être d'une autre nature. C'est aussi le cas d'ailleurs, vous savez bien, pour Facebook. Donc, les parallèles, en fait, même si vous êtes des univers très différents, on retrouve la logique d'interaction avec des parties prenantes qui ne cherchent pas quelque chose à acheter, quoi, on va dire. Et enfin, les manières d'obtenir des moyens d'action, c'est-à-dire des ressources, des compétences, etc., sont eux aussi très variées. Donc je le dis, dans la majorité des organisations de l'AUP, on a bien toutes ces caractéristiques-là. Donc la façon de réfléchir en termes de business model, elle est particulièrement adaptée au modèle. Alors moi je parle plutôt de l'AU, j'ai mis AU, mais les cas que je mobilise sont plutôt des cas d'agriculture urbaine professionnelle. Alors, du coup, ça c'est une idée récente que j'ai eue, mais de manière opérationnelle. Comment mobiliser en pratique cette idée de business model dans une optique temporelle et dynamique? J'ai envie de dire, le point de départ, c'est un projet. Et là aussi, on a une littérature assez riche sur la notion de projet. Un projet au sens de quelque chose vers quoi on veut tendre collectivement. Bon, non, je vais pas rentrer dans la définition scientifique, mais c'est pas projet au sens du management de projet. C'est projet au sens de quelque chose qui porte un collectif, le désir d'un collectif. Donc au départ, on a un projet, on a un contexte territorial et des ressources et humains aussi, des ressources et des compétences qu'on va pouvoir mobiliser au départ. On va ensuite identifier les parties prenantes, et quand je dis, ça paraît évident, quand je dis ça, mais en réalité, c'est souvent ce qui est escamoté, toutes les parties prenantes potentielles de ce projet, tous ceux que ça peut toucher. Il faut vraiment faire un inventaire. Et ensuite, on va réfléchir de nouveau, et donc je vais ensuite commenter mon schéma, on va réfléchir aux ressources dont on peut logiquement espérer qu'elles seront augmentées par la prise en compte de ces parties prenantes, des valeurs, des propositions de valeurs qu'on va faire à ces parties prenantes, et donc de ce qu'on va pouvoir attendre de ces parties prenantes. Ce qui fait que le raisonnement, il est circulaire, on a un point de départ avec un projet, des gens, qui ont des compétences, qui ont un rêve, qui ont des rêves, etc. De la main-d'œuvre au départ, des technologies au départ, un foncier au départ. Ça, c'est quand même le point de départ indispensable, même si c'est une façade, même si c'est un toit. Et à partir de là, je me dis, je pourrais faire ça. Donc là, c'est qu'est-ce que je pourrais proposer, quel est mon rêve, en gros, quoi. Et donc, qu'est-ce que je peux créer comme valeur pour qui? Alors évidemment, je vais créer à un moment donné, si je fais de l'agriculture, de l'alimentation, mais c'est souvent, c'est parfois même secondaire. En tout cas, c'est en général pas la seule proposition de valeur. Je propose des aménités, je propose des possibilités d'insertion, je propose des lieux de visite pour les écoles, de l'animation, du lien social, de la biodiversité, enfin un soutien à la biodiversité en milieu urbain, etc., etc. Parallèlement ou séquentiellement, mais en tout cas, ces deux étapes qui sont un peu indissociables, qui sont les bénéficiaires de ces formes de valeurs que je crée? Et donc là, je fais bien un inventaire. Et donc, je réfléchis à l'interaction entre les deux. Et à partir de là, j'anticipe, y compris au moment où mon projet se met en place, j'anticipe sur les ressources en N+1, N+2, N+3 que je pense pouvoir mobiliser. Grâce au fait que j'ai démontré à ces parties prenantes que je leur apportais de la valeur. Donc en conclusion, c'est de l'entrepreneuriat, même si certains ne veulent pas utiliser ce terme, même si je sais très bien que des mots font peur dans les milieux alternatifs, c'est de l'entrepreneuriat. C'est pas parce que le but n'est pas avant tout lucratif, premièrement, et deuxièmement, que je ne me finance pas qu'avec de l'argent venant des clients, on va dire, que c'est pas de l'entrepreneuriat. C'est un entrepreneuriat particulièrement complexe, particulièrement subtil, puisque je dois me représenter les différentes dimension des propositions de valeur que je fais à différentes entités et la manière dont je vais pouvoir embarquer ces parties prenantes dans mon projet pour attendre d'elles des moyens de mon action, qui peuvent être des moyens de mon action qui vont me permettre de baisser les coûts, avec par exemple du travail bénévole, la mise à disposition de terrain, etc., etc., ou des moyens qui sont effectivement là, soit en nature, soit en argent, des ressources directes pour la production de biens et de services. Donc voilà la logique de business model telle qu'on pourrait l'appliquer au modèle d'agriculture urbaine. Merci.